L'air du temps, Léa Moscona. Une guerre économique pour arrêter une autre guerre. L'objectif est clair, faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse son offensive en Ukraine. Alors la question qu'on se pose, que va nous coûter cette guerre économique, d'autant qu'une nouvelle batterie de sanctions a été décidée la semaine dernière. Peut-on se passer des Russes ? Les Russes peuvent-ils se passer de nous ? Quels seront les grands perdants et peut-être les grands gagnants après ce conflit ? Nous en parlons ce matin avec mon invité. Il s'agit de Marc Toiti. Il est économiste et fondateur du cabinet de conseil À ces défis et auteur de nombreux ouvrages. Le dernier, Reset, quel nouveau monde pour demain ? Paru aux éditions Book Ellis en 2020. Bonjour Marc Toiti. Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. Ah, c'est un titre prémonitoire. Dites-moi, votre livre, un Reset, est-ce qu'on est en train de vivre justement une réinitialisation du monde économique ? Exactement. Alors pour tout vous dire, Reset, c'était effectivement au lendemain de la pandémie. Enfin, on était encore en pleine pandémie en fin 2020. Ouais. Et là, il va sortir en septembre 2022, je vous l'annonce, Reset 2, c'est-à-dire la suite. Parce que maintenant, il y a un nouveau Reset, vous l'avez dit. C'est effectivement cette guerre en Ukraine, qui est bien sûr une catastrophe humaine, humanitaire. Mais c'est sûr que globalement, on avait déjà beaucoup de difficultés avec notamment cette sortie de crise de la pandémie. On commençait à sortir un peu la tête de l'eau. Et là, arrive un nouveau drame, encore une fois humanitaire, mais également économique. Parce que ça, le gros problème, c'est que pour sortir de la pandémie, eh ben nos dirigeants à travers le monde, hein, pas seulement qu'en France, on met en pratique, je dirais, une relance énorme, une augmentation de la dette publique. Si on prend en France 450 milliards d'euros, par exemple, d'augmentation de la dette publique, parallèlement, on a fait ce qu'on appelle la planche à billets, c'est-à-dire que ce sont les banques centrales qui ont financé cette dette publique, et donc c'est ça qui a créé de l'inflation. C'est-à-dire que là, on dit beaucoup aujourd'hui que l'inflation, elle vient de la guerre en Ukraine. Oui. En fait, pas du tout. On va en reparler justement. On va en reparler justement de cet effet inflationniste qu'on annonce. Mais peut-être avant, pour qu'on comprenne bien les choses, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont ces sanctions économiques dont on parle à l'égard de la Russie ? Il y a un volet financier et un volet pouvoir d'achat, si je comprends bien. Oui, alors il y a plusieurs types de sanctions, effectivement. On va parler, bien sûr, alors il y a les sanctions contre les Russes, contre les oligarques russes. On leur prend leurs bateaux, etc. et autres. Bon, ça nous concerne pas tellement finalement. Mais c'est vrai que c'est une des sanctions qui n'a quasiment pas d'impact, hein, si ce n'est que finalement les Russes, une fois que la guerre sera terminée, ne viendront plus en France, ou du moins de moins en moins, ça c'est sûr. Mais ça n'a quasiment pas d'impact sur la Russie. Après, il y a effectivement deux grands impacts. C'est que d'abord, on a limité l'accès des banques russes au système qu'on appelle SWIFT. Ça veut dire c'est un système de garantie des virements internationaux. Donc on dit voilà, les banques pourront plus aujourd'hui accéder à ce système. Donc ça veut dire qu'elles pourront plus commercer avec le reste du monde. Ça aussi, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau parce que déjà, il y a certaines banques qui ne sont pas concernées. Par exemple, il y a la banque de Gazprom Bank, banque qui est effectivement la banque du producteur de gaz russe. Eux ne sont pas concernés. Ils ont toujours accès au système SWIFT, comme par hasard, parce que c'est évidemment eux qui assurent le gaz allemand. Vous savez que 60% du gaz allemand provient de Russie, donc on veut bien leur faire mal, mais pas trop non plus. Et puis surtout, ce qu'on avait oublié, enfin du moins je sais pas si on l'a oublié, mais en tout cas ils le savaient peut-être pas, hein, ceux qui ont pris les décisions, c'est que il y a d'autres systèmes SWIFT équivalents qui existent. D'abord en Russie, mais surtout en Chine. Donc c'est ça qui est très dangereux, c'est que avec ces sanctions, on a poussé les Russes dans les bras des Chinois, et donc ce qui a renforcé les liens économiques et financiers avec la Chine. Et donc finalement, cet arrêt du système SWIFT pour certaines banques russes n'a pas eu beaucoup d'impact sur l'économie russe. Alors justement, on va parler bien sûr des conséquences sur la Russie. Vous avez déjà dit quelques mots, et puis on parlera aussi des conséquences sur l'Europe. Juste un mot avant cela sur votre appréciation. À votre place, à votre micro, la semaine dernière, le géopolitologue José Garçon nous disait que ces sanctions, l'ensemble des sanctions à l'égard de la Russie, sont très maladroites. Est-ce que vous partagez cette opinion ? Oui, complètement. Je dirais même qu'elles sont également dangereuses pour nous, parce que le deuxième volet des sanctions, c'est de limiter effectivement les achats de gaz, de pétrole russe, etc. Donc en empêchant, il y a pas un embargo complet, mais on essaye de limiter effectivement les ventes, par exemple de pétrole ou de gaz. Là aussi, il y a une grande hypocrisie, puisqu'on est encore malheureusement très dépendant de l'énergie russe. Hein. Je vous rappelle les chiffres. Hein. La Russie, c'est le premier exportateur mondial de gaz. C'est le premier exportateur mondial de blé. C'est le deuxième exportateur mondial de pétrole. Donc c'est très difficile de faire sans eux. Donc là aussi, il y a une certaine hypocrisie. Mais c'est ça qui est complètement fou, c'est que
on a pensé que en fait le monde c'était que la Russie et l'Europe. Ben non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple, les Russes ne vendaient pas de pétrole ou très peu à l'Inde, et aujourd'hui ils sont en train de faire un accord de vente de pétrole à l'Inde. Donc ce qui veut dire que la Russie a d'autres débouchés que l'Europe. Donc c'est sûr que ça va être plus compliqué parce qu'on a des gazoducs, etc. avec la Russie, mais néanmoins, on se rend bien compte que là aussi, si on arrête effectivement ces importations, ça peut poser problème. Alors, on a quand même une petite chance en France, c'est qu'on a le nucléaire, donc on est quand même moins dépendant de la Russie que par exemple les Allemands, et donc on le voit aujourd'hui. On est dépendant à 20% à peu près. On est dépendant à 20%. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors, à peu près, mais le vrai enjeu, c'est qu'encore une fois, il faut des énergies alternatives. Mais ça aussi, vous savez, c'est comme pendant la pandémie, on a découvert qu'on était très dépendant de la Chine. Là, c'est pareil. On découvre qu'on est dépendant du pétrole ou du gaz russe. Mais on n'a pas forcé les Russes à nous vendre du pétrole. Vous voyez, c'est-à-dire, globalement, c'est nous qui malheureusement nous sommes tombés dans cette dépendance. C'est ça qui est très dangereux. Alors très bien. Là, on comprend bien que ça va être dangereux pour nous. On va voir dans quelle mesure pour l'Union européenne ça va être très dangereux ces sanctions économiques. Sauf que pour les Russes aussi, ça entame énormément leur économie. Moi, j'ai envie de vous demander comment est-ce que l'économie russe peut tenir lorsqu'il y a la paralysie de son économie, de sa politique monétaire, la paralysie de la banque centrale russe, la paralysie également des banques, même s'il y a d'autres systèmes que le système SWIFT, c'est quand même un frein à son économie. Il y a une chute forcément des exportations. Alors, elle n'est pas énorme en ce moment, c'est vrai, mais il y a quand même une chute des exportations. Donc, ça fait une baisse des entrées de devises. Bah, malheureusement, non. C'est-à-dire que c'est ça la folie, c'est que là, vous parlez effectivement d'une restriction par rapport à l'Europe, mais le monde n'est pas l'Europe. C'est-à-dire qu'effectivement, les Russes, ils vendent en dehors de l'Europe. Aujourd'hui, par exemple, les pays africains n'ont pas fait d'embargo du tout avec la Russie. Les pays asiatiques, pareil. Donc voilà, le monde, c'est pas l'Europe et les Américains. Évidemment, c'est facile. Les Américains, eux, ils sont pas dépendants du tout de l'économie russe. Les Américains sont indépendants énergétiquement, donc ils n'ont pas besoin. Ce qui paye le plus, c'est effectivement aujourd'hui l'Europe. Et parallèlement, c'est ça le grand paradoxe, si vous voulez, c'est que l'une des grandes conséquences de cette guerre, malheureusement, au-delà des drames humains, j'y reviens pas, mais c'est la hausse des cours des matières premières, du pétrole, du gaz qui ont atteint des sommets. Et donc, c'est ça qui est complètement fou. C'est que les recettes, justement, financières de la Russie, grâce au pétrole et au gaz, grâce à l'augmentation des cours du pétrole et du gaz, ont augmenté. Ce que vous voulez dire, c'est que même si on diminue un peu la production, enfin l'exportation des Russes, ce que vous voulez dire, c'est que les recettes vont augmenter parce que le prix du pétrole augmente. Est-ce que les grands gagnants, finalement, les grands gagnants, ce sont tous les pays producteurs de pétrole et parmi eux, l'Arabie Saoudite et peut-être l'Iran même, qui ne se mêlent pas finalement, ils s'investissent pas du tout dans ce conflit et ils voient leurs recettes augmenter. Malheureusement, oui. Alors, l'Iran, pas vraiment, parce qu'il y a toujours un embargo sur l'Iran, mais c'est vrai que l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, de nouveau, effectivement, engrange je dirais, des recettes assez incroyables. Sachant que, chez les Russes aussi, tout à l'heure, je vais juste le dire, un petit chiffre très simple. Aujourd'hui, chaque jour, les recettes de matières premières vers la Russie, c'est 600 millions d'euros. Mais est-ce qu'ils peuvent les toucher? Mais est-ce qu'ils peuvent les toucher, justement, parce que le système SWIFT... Mais c'est ça, ben oui, mais parce que je veux que le dire, c'est que certaines banques ne sont pas concernées par le système SWIFT, par l'arrêt du système SWIFT, et puis elles peuvent également contourner via le système SWIFT russe ou chinois. Donc c'est ça qui est, il y a une grande hypocrisie, je pense qu'aujourd'hui, même en Ukraine, il faut savoir que l'Ukraine aujourd'hui, vous savez, il y a un gazoduc qui passe par l'Ukraine, qui continue de livrer du gaz. C'est ça qui est complètement fou. Les Russes continuent à payer l'Ukraine pour utiliser ce gazoduc. Vous voyez, c'est ça qui est fou. On ne dit pas les choses, malheureusement. Néanmoins, il y a un économiste russe, Sergueï Gouriev, qui nous prévoit une baisse du PIB de 10%. Donc, il dit même que il y aura une récession peut-être la plus grande depuis 1990 en Russie. Donc, on entame quand même cette économie russe. Alors, voilà. Alors ça, encore une fois, le problème, c'est qu'à l'instant T, effectivement, on a un ralentissement de l'économie russe, notamment une baisse du PIB russe. Ça, c'est sûr qu'on a. La Russie, c'est pas le paradis, ça c'est évident, bien entendu. Au-delà des enjeux démocratiques, bien sûr. Je suis pas en train de dire que la Russie est formidable. Simplement en train de dire, de répondre à votre question, c'est que de dire que les sanctions qu'on prend aujourd'hui, on a l'impression qu'on tape les Russes, mais en fait pas forcément. Peut-être qu'on se tape nous-mêmes. C'est ça le problème. Et n'oubliez pas. Le problème en économie, c'est est-ce que vous avez les moyens de résister? C'est ça le vrai enjeu. Effectivement, il y a une baisse du PIB russe, c'est sûr, mais peut-être que nous aussi on l'aura. Par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'aujourd'hui les Russes, on a parlé beaucoup par exemple de la baisse du rouble, vous savez, la devise russe. Ça y est, le rouble est supérieur à son niveau. Oui, mais à quel prix? Guerre en Ukraine. La Russie a dû soutenir son rouble à un certain prix. Alors voilà, ça c'est également c'est très intéressant parce que justement, qu'est-ce qui fait qu'effectivement la Russie résiste?
c'est qu'elle n'a pas de dette publique. Parce que, par exemple, pendant le corona, la crise du coronavirus, c'est clair que nous, les Français, par exemple, on a augmenté la dette publique de 450 milliards d'euros. On a une dette publique de 115% de notre PIB. Vous savez, c'est combien en Russie? Non. 17% de dette publique. Ça veut dire qu'ils pourront utiliser demain l'arme de la dette publique que nous ne pourrons pas faire. Parallèlement, ils ont effectivement des réserves de change aujourd'hui qui sont de l'ordre des 500 à 600 milliards. On n'a pas les chiffres exacts parce que c'est vrai que c'est un petit peu opaque. Oui. C'est quand même des sommes énormes. Pareil, dernier chiffre important, ils ont ce qu'on appelle un fonds souverain qui cumule à peu près 150 à 200 milliards d'euros dans ce fonds souverain. Donc, c'est ça qui est dangereux. Effectivement, on les affaiblit. Encore heureux, j'ai envie de dire, avec toutes les mesures qu'on prend, mais ils ont les moyens de résister. Sauf que nous, malheureusement, nous n'avons pas. Nous n'avons peut-être pas, mais sauf que là, vous me parlez dans la sphère de la sphère financière, mais le russe moyen, le citoyen qui voit ses taux d'intérêt augmenter, là, on a une augmentation à 14% du taux d'intérêt. C'est quand même un coup dur pour la vie de tous les jours. Sûr. Alors, là, malheureusement, c'est un autre enjeu, c'est un enjeu sociétal. C'est-à-dire que, malheureusement, pour les Russes, les Russes sont beaucoup plus aguerris que nous. Pendant la crise du coronavirus, tu sais combien il y a eu d'aide en Russie? Non. 0. Ah ouais. C'est-à-dire que pendant que nous, on a dépensé 450 milliards, et il n'y a pas eu d'émeutes en Russie. Ce que vous voulez dire, c'est que les Russes peuvent supporter ça. C'est ça qu'il faut faire attention. Nous ne sommes pas des Russes. C'est-à-dire que le problème est là, c'est que nous ne sommes pas aguerris. Les Russes ont énormément souffert. Nous sommes des enfants gâtés. Faut dire la vérité. Regardez, avec toutes ces sommes que nous avons dépensées en France, 450 milliards d'euros, il y a 61% des voix au premier tour de la présidentielle qui ont été vers des partis anti-système, qui veulent tout casser. Malgré toutes les aides qu'on a données. Alors, vous voyez, aujourd'hui, Poutine, il a 83% de soutien en Russie. C'est ça qui est très dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, on sous-estime, si vous voulez, l'impact des sanctions sur nous et on surestime l'impact sur eux. Le grand problème, la question que nous avons en Russie, en fait, c'est simple. Est-ce que les Russes vont continuer d'accepter entre guillemets la dictature, c'est-à-dire la faible démocratie, etc., ou pas? C'est ça le vrai enjeu. J'espère que ça va s'arrêter. Mais en attendant, malheureusement, ils ont des moyens de résister. Alors, ils ont des moyens de résister. Il y a des solutions qui s'offrent à eux. Vous avez parlé de la Chine, Marc Toiti. Alors, la Chine, c'est une des solutions. Vous dites que ça peut peut-être se substituer. D'ailleurs, c'est la question que je vous pose. Est-ce que véritablement la Chine peut se substituer à l'Union européenne au niveau des échanges, au niveau quantitatif des échanges, au niveau qualitatif aussi pour des échanges? Et puis, est-ce que les infrastructures existent, les gazoducs entre l'URSS, entre la Russie, entre la Russie et la Chine. Oui, je remonte loin. Lapsus révélateur. Voilà. On se souvient des amitiés passées. Alors, entre la Russie et la Chine, est-ce que ces gazoducs existent? S'ils n'existent pas, il faut quand même un certain temps. Donc, si la Chine peut être un allié, ça va prendre du temps. Ah ben c'est clair, c'est évident qu'encore une fois, c'est d'ailleurs pourquoi les Russes n'ont pas complètement arrêté leur production de gaz. Mais vous avez remarqué, au départ, c'était nous qui prenions des sanctions. On disait, voilà, on prend des sanctions, on va pas acheter le gaz russe. En fait, c'est pas vrai, on l'achetait quand même, notamment les Allemands. Et maintenant, c'est l'inverse, c'est les Russes qui punissent. On le voit, la Pologne ou d'autres pays, pour dire non, je vous livre plus, ou la Bulgarie, je vous livre plus, effectivement, mon gaz. Donc, vous voyez, on a changé. C'est-à-dire, la sanction a changé de côté. Donc, c'est-à-dire que si les Russes peuvent se permettre de faire ça, c'est qu'ils ont déjà, effectivement, des moyens. Bien sûr, ça prendra du temps. Il faudra prendre des bateaux. Alors c'est vrai que là, par exemple, la Chine, qui est en train de refermer son économie, il y a des centaines, voire des milliers de bateaux qui sont coincés dans les ports de Chine. Ils peuvent pas soit accoster, soit livrer la marchandise, soit prendre la marchandise pour la livrer chez nous. Donc ça, c'est clair que c'est pas le bon moment. Mais néanmoins, à moyen terme, on aura effectivement une dynamique. Et d'ailleurs, c'est pourquoi aujourd'hui, nous-mêmes, les Européens, on n'a pas arrêté effectivement cette livraison de pétrole ou de gaz russe, parce que même pour nous, alors on va acheter du gaz liquéfié américain ou en Arabie Saoudite ou en Algérie, c'est très bien, mais nous aussi ça prend du temps. Parce que là c'était pratique, on avait un gazoduc, donc ça, le gaz arrivait directement. Là ça va plus être le cas, donc ça va prendre du temps, ça va générer des coûts. Parce que c'est ça le problème. Encore une fois, ce sont les coûts. C'est-à-dire que on a aujourd'hui une inflation qui atteint des sommets presque historiques en France. On est dans le plus haut depuis 1985. En Allemagne, c'est un sommet historique
historique. Dans la zone euro, c'est déjà un sommet historique. Donc tout ce qui va faire que cette guerre va encore durer, je l'espère pas, j'espère qu'elle va vite s'arrêter, eh bien malheureusement, ça va aggraver l'inflation. Et si ça aggrave l'inflation, ça casse notre pouvoir d'achat. Et donc si ça casse notre pouvoir d'achat, ça veut dire que nous aussi, malheureusement, nous sommes menacés par la récession. Il n'y a pas que les Russes qui sont menacés par la récession. Alors clairement, côté Union européenne, est-ce que vous pensez que l'hiver prochain, nous allons vivre un choc pétrolier du style 74-79 ? Alors, j'espère qu'effectivement, d'ici là, la guerre sera vraiment terminée, mais c'est vrai que tout le problème, c'est que même si la guerre se termine demain, eh bien, à ce moment-là, il y a de telles durées, effectivement, d'attente, si vous voulez. Par exemple, le blé aujourd'hui, avant de livrer le blé dans le monde, ça va prendre des mois. Donc, on va avoir quand même 6 à 9 mois très compliqués. Donc là, c'est sûr que, par exemple, alors, faut pas affoler les foules. Par exemple, en France, aujourd'hui, on me dit, oui, on va plus avoir de farine. C'est complètement faux. La France est un producteur de blé. Donc un exportateur de blé. Donc rassurez-vous, en France, il y aura du blé, il y aura de la farine. D'ailleurs, le problème, c'est qu'en France, justement, on a beaucoup de terres en jachère. Ça veut dire on ne cultive pas effectivement ces terres. Pourtant, en France, il y a pas la Shemitah comme en Israël. C'est-à-dire que globalement, en France, il y a une volonté politique de ne pas produire, alors qu'on pourrait justement produire, qu'on pourrait remplacer le blé russe ou le blé ukrainien, mais on a décidé de pas le faire. C'est quand même dommage. Sauf qu'on n'a pas de pétrole. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. Il n'y a pas de pétrole, bon, mais, va falloir trouver. Oui, d'accord, mais le pétrole, ça se mange pas. Le blé, ça se mange. C'est-à-dire que, n'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays, par exemple en Afrique, qui sont dépendants à 60% du blé russe, et eux, il y a de vraies difficultés. Par exemple, en Égypte, au Liban, dans les pays d'Afrique du Nord, et d'Afrique tout court, de l'ensemble de l'Afrique, c'est très très compliqué. Il y a des vrais risques sociétaux, d'émeutes de la faim, comme on a eu les printemps arabes, etc. Donc là, vous voyez, il faut faire attention. Il y a des conséquences, des dommages collatéraux, on n'imagine pas. Donc c'est sûr que, même si ça s'arrête demain, ça va prendre du temps. Donc tout le problème aujourd'hui, pour répondre à votre question sur l'énergie, on a des problèmes de stockage effectivement de cette énergie, et donc c'est vrai que l'hiver prochain, on va peut-être devoir baisser un petit peu les degrés de chauffage, en espérant que d'ici là on va trouver d'autres solutions. Et encore une fois, heureusement que nous on a effectivement le nucléaire, heureusement que la grande erreur des Allemands par exemple, ça a été de stopper le nucléaire. C'était un référendum d'arrêt complet du nucléaire, et on a découvert dernièrement, alors à vérifier, que la campagne pour l'arrêt du nucléaire, la campagne donc publicitaire pour l'arrêt du nucléaire, notamment des écologistes en Allemagne, avait été financée en partie par Gazprom, vous voyez, le producteur de blé, de gaz russe. C'est bizarre tout ça, vous voyez. Donc tout ça pour vous dire que, attention, ne soyons pas dupes, ne soyons pas naïfs, regardons la réalité en face aujourd'hui. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut tout faire pour arrêter cette guerre. J'arrive pas à comprendre déjà on a pu la commencer, cette guerre. On l'a laissé se commencer, et on voit maintenant le dérapage. La Finlande, la Suède, ça pourrait aller très très vite, et ça pourrait être extrêmement grave. Et c'est là la responsabilité, je pense, aujourd'hui des dirigeants de la planète, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, et donc pour stopper cette guerre par des voies diplomatiques le plus rapidement possible. Vous êtes en train de dire que ces sanctions économiques, c'est la preuve d'un échec diplomatique ? Encore une fois, je veux dire, alors évidemment, Poutine, c'est pas un enfant de cœur, ça c'est sûr. Je dis pas que la Russie est formidable et que nous on est les méchants. Non, mais je veux dire, c'est que le monde n'est pas manichéen. C'est-à-dire, on a l'impression là, toute la méchanceté, si vous voulez, ce sont les Russes, et puis tout le reste du monde, on est les gentils. C'est un peu compliqué. Il faut pas voir le monde comme ça. C'est très compliqué. C'est plutôt entre gris clair et gris foncé, vous voyez. Je reviens mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, excusez-moi. Je reviens sur notre vie de tous les jours là, que nous allons avoir dans les prochains mois. Vous parliez tout à l'heure de cette inflation, et vous disiez l'inflation, elle est due d'abord à la crise Covid. Oui, mais ça va accentuer cette inflation au quotidien. Alors, bien sûr pour le prix de l'énergie, mais ça va entraîner aussi énormément d'augmentation de prix pour les autres biens de consommation courante. Complètement. Aujourd'hui, c'est ça le drame, si vous voulez, c'est que on a laissé croire. Moi, j'ai été l'un des premiers à annoncer l'augmentation de l'inflation il y a déjà 1 an pour la fin 2021. On me dit mais non, il y aura pas d'inflation avant la guerre en Ukraine. Encore une fois, l'inflation a commencé à l'automne, enfin même à l'été-automne 2021. Il n'y avait pas de guerre en Ukraine à l'époque. C'est parce que justement, on a trop injecté de liquidités, on a fait trop de planches à billets, trop de dettes publiques. Donc ça a généré une forte hausse de la demande, alors que l'offre, la production n'était pas là. Donc, si vous voulez, c'est la règle de base de l'économie. La demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Et après est arrivée cette guerre en Ukraine, effectivement, donc qui a fait flamber les cours des matières premières, d'où cette hausse de l'inflation. Et maintenant, ce qui s'observe, c'est que l'inflation, malheureusement, elle se généralise à l'ensemble de l'économie. Hors énergie et produits alimentaires, on est également à 3,5% d'inflation en France, 3,9% dans la zone euro, 6,5% aux États-Unis. Donc,
Tout ça veut dire que, attention, on a une inflation qui est en train de se généraliser. C'est ça qui est très dangereux, parce que, évidemment, on a une baisse de notre pouvoir d'achat. Alors, c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, on rase toujours gratis, on augmente, on fait des chèques, etc. Sauf que, attention, ces chèques, faudra les payer. Donc là, c'est le fameux quoi qu'il en coûte. Alors, ça coûtait rien pendant la pandémie parce que c'était la Banque Centrale Européenne qui finançait grâce à la planche à billets. Maintenant, c'est fini. Comme il y a de l'inflation, la Banque Centrale Européenne... Non, c'est pas ça. C'est que la Banque Centrale Européenne ne peut plus acheter cette dette publique, et donc on va devoir la financer. Et comment va-t-on la financer, à votre avis? Eh ben voilà, on va augmenter les impôts. Donc c'est ça qui est complètement fou. Quand j'entends aujourd'hui, je vois les mesures de Mélenchon, etc., tout ça, enfin, on rase gratis, si vous voulez. C'est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé, parce que l'une des conséquences, c'est également l'augmentation des taux d'intérêt. On parlait de la Russie, mais c'est également le cas chez nous. Donc ça veut dire que ça va également casser l'investissement, le crédit, la consommation. Chez nous aussi, en France. Récession des deux côtés, finalement. Côté européen, côté malheureusement, c'est ça, mais nous, on n'a pas forcément les moyens de résister, encore une fois. Oui. Alors, est-ce que vous pensez, de nombreux politologues s'accordent à dire que ce conflit russo-ukrainien va durer dans la longueur, ça va s'installer. Quel nouveau monde nous allons vivre? Qu'est-ce qui est en train de s'ébaucher devant nos yeux, finalement? Vous savez, les politologues, faire attention, c'est comme les médecins qui disent au début du coronavirus, ça c'était une grippette, et puis après ils ont dit c'est la fin du monde. Bon, c'était ni l'un ni l'autre finalement. Là c'est pareil, moi je me rappelle, j'ai fait des débats justement avant la guerre en Ukraine, et tous les politologues disaient non, les géopolitologues, les grands spécialistes, on dira pas de nom bien sûr, il y aura jamais de guerre en Ukraine, bien sûr que non. On a vu où on en est aujourd'hui. Maintenant, quand tu me dis ça va durer des mois et des mois, je les crois pas non plus, comme je croyais pas les médecins, c'est comme les économistes. Donc qui vivra verra. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas être pessimiste, il faut être optimiste, mais réaliste. Mais le néanmoins, problème que nous avons aujourd'hui en France et en Europe, c'est que nous ne sommes pas réalistes. Nous avons un déni de réalité. Très bien. Et comme sont les sanctions... Ça pose quand même une question, parce que finalement, l'Europe est face à une question importante, c'est sa dépendance énergétique. Ce conflit, au moins, aura eu cet intérêt-là. Oui, bien sûr, mais regardez, par exemple, on avait dit avec le coronavirus, on a dit, maintenant les Chinois, on est trop dépendant des Chinois, donc maintenant avec le corona, c'est fini, on va arrêter d'acheter chinois. Sauf que vous savez que depuis, la Chine ne cesse de battre des records d'excédents commerciaux. On est à 750 milliards de dollars d'excédents commerciaux pour nos amis chinois. Donc tout ça, moi j'y crois pas, c'est-à-dire que globalement, on a dit on va punir les Chinois. Pas vrai, c'était le jeu de mon livre, Reset, on va arrêter. Pas vrai, malheureusement, on continue d'acheter chinois. Donc là, c'est pareil, on dit, maintenant c'est fini, on ne sera plus à voir les Russes, on va plus acheter russes. Mais bon, dès que ça va s'arrêter, comme on ne veut pas faire de nucléaire, on ne veut pas faire d'autre chose, voilà. Par contre, il faut une volonté politique, effectivement, aujourd'hui, de dire, il faut aujourd'hui, effectivement, se dire, on va pouvoir remplacer les Chinois, remplacer les Russes, mais il faut une volonté politique. Nous, en France, par exemple, on est très bons pour les discours. Par contre, pour les actes, ça c'est plus compliqué. Donc c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que on verra bien comment ça va se terminer, mais globalement, c'est extrêmement dangereux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je ne comprends pas que les dirigeants du monde ne fassent pas tout pour stopper cette guerre. C'est ça, la solution, elle est là. Arrêter cette guerre, alors il y a peut-être des concessions à faire un deal, un pacte généralisé de non-agression avec la Russie. Alors peut-être si jamais ensuite là elle agresse vraiment, alors là par contre on prendra des vraies sanctions, peut-être même militaires, j'espère pas qu'on arrivera là, mais aujourd'hui on ne sait pas trop où on va et on laisse la solution pourrir, disons le mot, et c'est extrêmement dangereux parce que, encore une fois, tu l'évoquais tout à l'heure, on a utilisé toutes nos cartouches de relance de l'économie pendant la pandémie. Maintenant on n'a plus de cartouches. Donc si la guerre et la crise durent trop longtemps, je suis très inquiet pour la stabilité économique, sociale et sociétale, y compris dans nos économies développées, y compris en France. Merci Marc Toiti, on a bien compris votre position. Je rappelle que vous êtes économiste, le créateur, le fondateur et le président du cabinet conseil AC Défis, et votre dernier ouvrage qu'il faudrait relire, Reset, mais ça tombe bien, il sort la nouvelle édition, c'est septembre. Reset. C'est la suite. C'est septembre, c'est la suite. C'est la suite. C'est la suite. Reset 2. Et toujours avec le même titre, Quel nouveau monde pour demain aux éditions Bouquelis? Ça sera Bienvenue dans le monde d'après. Très bien. Eh bien, merci. Le suspense jusqu'à septembre. Merci, au revoir.